Il fuyait du carburant. Il était construit dans un métal qui n'existait pas en Amérique. Et il était conçu pour voler si vite que les pilotes devaient porter des combinaisons spatiales justes pour survivre à la friction. Pour les Russes, c'était un fantôme. Pour les opérateurs radars qui regardaient leurs écrans avec terreur, c'était un ovni. Mais pour l'homme qui l'a construit, c'était juste un problème de mathématiques qui devait être résolu. L'histoire nous dit que l'US Air Force domine les cieux avec une technologie à $1 milliard, des laboratoires impeccables et des milliers d'employés. Mais les avions les plus dangereux de l'histoire de l'humanité n'ont pas été construits dans une installation de haute technologie. Ils ont été construits dans une tente de cirque pourrie et malodorante à côté d'une usine de plastique. Ils ont été construits par un homme qui a intimidé des généraux, a enfreint toutes les règles du manuel militaire et a dupé l'Union soviétique pour qu'elle lui vende le métal même qu'il a utilisé pour les espionner. C'est l'histoire des Skunk Works. Et elle ne commence pas avec un avion, mais avec une bagarre dans une cour d'école boueuse. Clarence Johnson n'est pas né dans le pouvoir. Il est né dans la saleté. Fils de pauvres immigrants suédois dans une ville minière isolée du Michigan. Il n'avait ni relation ni argent. Ce qu'il avait, c'était un tempérament. À l'école, les enfants du coin ont vu un garçon immigrant maigre avec un drôle d'accent et ont décidé qu'il était une cible facile. Ils avaient tort. Clarence n'a pas fui. Il a frappé. Il s'est battu avec une agression si féroce et calculée que les brutes n'ont pas seulement arrêté. Ils lui ont donné un surnom, Kelly. Il a transporté cet esprit combatif de la cour de récréation au monde poli et réservé de l'ingénierie aéronautique et l'a absolument brisé. En 1933, Kelly Johnson est entré à la Lockheed Corporation. Il avait 23 ans. Dans la hiérarchie de l'ingénierie, il n'était personne. Son travail consistait à se taire, à tracer des lignes et à aller chercher du café pour les hommes plus âgés. Mais Kelly Johnson avait un problème. Il était allergique à la stupidité. Lors de sa toute première mission, l'ingénieur en chef lui a montré la fierté de l'entreprise. L'avion de ligne modèle dit Electra. Il était magnifique. Il était cher. L'avenir de l'entreprise en dépendait. Kelly a jeté un coup d'œil aux données de la soufflerie et a dit « C'est de la merde ». La pièce est devenue silencieuse. On ne dit tout simplement pas à l'ingénieur en chef que son avion est de la merde. Les dirigeants étaient horrifiés. Ils voulaient le virer sur le champ. Mais il y avait un doute lancinant. Et si le gamin avait raison, ils ont renvoyé le modèle à la soufflerie pour un dernier test. Les résultats sont revenus. Le gamin n'avait pas seulement raison. C'était un génie. La queue était instable. S'il l'avait construit, il aurait tué tout le monde à bord. Kelly a corrigé la conception. L'Electra est devenue une légende, et Lockheed a réalisé qu'ils avaient accidentellement embauché un tigre. En 1937, le monde s'assombrissait. À Berlin, Hitler paradait. Dans le Pacifique, la marine impériale japonaise s'étendait. L'armée américaine avait besoin d'un avion de chasse, mais il ne voulait pas n'importe quel chasseur. Il voulait un intercepteur de haute altitude qui pourrait voler à 580 km/h et grimper comme une fusée. Les exigences étaient absurdes. Toutes les autres compagnies d'aviation ont regardé les spécifications et ont dit « C'est impossible, pas avec les moteurs que nous avons ». Mais pendant que les autres cherchaient des excuses, Kelly Johnson faisait des croquis. Il a dit « Si un moteur ne suffit pas, j'en utiliserai 2 ». Il a conçu le P-38 Lightning. C'était une bête radicale. Au lieu d'un fuselage traditionnel, il avait une nacelle centrale pour le pilote et les canons et 2 énormes poutres pour le moteur. Il ressemblait à 2 avions soudés ensemble. Les critiques l'ont qualifié de laid. Ils l'ont appelé une monstruosité. Mais quand il a finalement pris son envol, il n'a pas seulement volé. Il a hurlé. C'était le premier chasseur de l'histoire à dépasser les 640 km/h. Mais la vitesse a un prix. Le P-38 était si rapide qu'il a rencontré un nouveau phénomène mortel qu'aucun pilote n'avait jamais affronté auparavant. La compressibilité. Alors que l'avion approchait de la vitesse du son, l'air ne pouvait pas s'écarter assez vite. Il formait une onde de choc sur les ailes. Les commandes se bloquaient. Le pilote tirait sur le manche de toutes ses forces, mais l'avion l'ignorait. Il piquait du nez et plongeait droit au sol, se désintégrant à l'impact. C'était un mystère terrifiant. Le mur du son n'était pas seulement un mur. C'était un cimetière. Kelly Johnson n'a pas dormi. Il a travaillé sur le problème pendant que l'armée paniquait. Il a réalisé que l'onde de choc tuait la portance. Sa solution était élégante et simple. Des volets de piquet, une petite bande de métal pour perturber l'onde de choc et redonner le contrôle au pilote. Pendant que d'autres ingénieurs devinaient, Johnson calculait. Il a sauvé l'avion,
et l'avion a sauvé la guerre. C'est le P-38 Lightning qui a traqué l'amiral Yamamoto, l'architecte de Pearl Harbor, dans une mission effectuée en silence radio total. C'est l'avion qui a brisé l'échine de la Luftwaffe en Afrique du Nord. Les Allemands le détestaient. Ils l'appelaient le « diable à queue fourchue ». Kelly Johnson était arrivé. Mais 1943 apportait un nouveau cauchemar. Des rapports de renseignement ont commencé à arriver d'Europe. Des pilotes alliés terrifiés signalaient un avion allemand qui n'avait pas d'hélice. Il se déplaçait plus vite que tout ce qu'ils avaient jamais vu. Le Messerschmitt 262. L'ère du jet était arrivée et les Alliés n'étaient pas invités. L'armée de l'air américaine a paniqué. Ils ont réalisé avec horreur qu'ils menaient une guerre de jets avec des moteurs à piston. Il apportait un couteau à un combat d'armes à feu. Si les Allemands pouvaient produire en masse ces jets, la guerre aérienne au-dessus de l'Europe serait perdue. Désespérés, l'armée de l'air a appelé Lockheed. Ils avaient besoin d'un chasseur à réaction, et ils en avaient besoin hier. Ils ont convoqué Kelly Johnson dans une salle de réunion et ont exposé la situation. Nous avons besoin d'un prototype de jet pour contrer les Allemands. Combien de temps cela prendra-t-il? 2 ans? 3 ans? Kelly a regardé les généraux. Il n'a pas scié. Il a dit « Je vous donnerai un jet en 180 jours ». La salle est devenue silencieuse. 180 jours. C'était impossible. Il faut 180 jours juste pour concevoir le train d'atterrissage. Il faut des années pour construire un moteur. Mais Johnson avait une condition. Il a dit « Je peux le faire, mais vous devez me laisser tranquille. Pas de bureaucratie, pas d'inspection, pas d'interférence. Je choisis l'équipe, je choisis les heures. Et personne, absolument personne ne me dit comment diriger mon atelier. » Le général a accepté. Mais il y avait un hic. Lockheed était entièrement mobilisé pour l'effort de guerre. Chaque centimètre carré de l'usine était occupé à construire des bombardiers. Il n'y avait physiquement pas de place pour le projet secret de Kelly. Alors ils ont improvisé. Kelly a loué une tente de cirque. Il a trouvé un vieil atelier d'usinage abandonné à côté d'une usine de plastique malodorante à Burbank. La puanteur était insupportable. Un mélange toxique de plastique brûlé et de produits chimiques en décomposition qui flottait dans l'air comme un brouillard. Ça sentait la mort. L'un des ingénieurs, portant un masque à gaz juste pour travailler, a fait une blague. Il a répondu au téléphone qui sonnait en disant « Skunk Works », une référence à une distillerie clandestine dans une bande dessinée populaire. Le nom est resté. La légende était née. À l'intérieur de cette tente malodorante, Kelly Johnson a trié sur le volet 23 ingénieurs, la crème de la crème. Il a fait la loi. Il a créé les 14 règles de gestion. Règle numéro 12. Il doit y avoir une confiance mutuelle entre l'armée et l'entrepreneur. Règle numéro 13. L'accès des étrangers est strictement restreint. Il a créé un culte de la vitesse. La devise était simple. Soyez rapide. Soyez silencieux. Soyez à l'heure. Le temps était compté. Chaque heure perdue était une heure où les Allemands étaient sans opposition dans les cieux. Ils n'avaient pas d'ordinateur. Ils n'avaient pas de calculatrice. Ils avaient des règles à calcul, des crayons et de l'intuition. Ils travaillaient 10 heures par jour, 6 jours par semaine. Kelly Johnson était partout. Il vérifiait les rivets. Il criait sur les fournisseurs. Il balayait le sol. C'était un dictateur. Mais ces hommes l'aimaient parce qu'il était dans les tranchées avec eux. Au 130e jour, le moteur est enfin arrivé. C'était un moteur britannique, le Gobelin, fourni par la société de Frank Whittle, car les Américains étaient encore en retard dans la technologie des jets. Au 143e jour, 37 jours avant le calendrier impossible, le XP-80 Shooting Star était prêt. Ils l'ont remorqué jusqu'à un lac à sécher dans le désert. Le soleil tapait sur le fuselage. Le pilote est monté à bord. Le moteur britannique a démarré, un cri aigu qui sonnait comme le futur. Kelly Johnson se tenait au bord de la piste, mâchant un cigare. Il avait misé toute sa réputation sur ce moment. Il a volé. Il était élégant. Il était rapide. C'était le premier chasseur à réaction américain opérationnel. Et il a été construit dans une tente par une bande de rebelles qui ont ignoré toutes les règles du livre. L'armée était extatique. Ils ont commandé la production en série immédiatement. Mais l'histoire est cruelle. Le P-80 est arrivé juste au moment où la guerre se terminait. Les nazis ont été vaincus avant que l'avion ne puisse voir un combat majeur. Mais la paix qui a suivi était une illusion. Un nouvel ennemi se levait à l'Est, l'Union soviétique. La guerre froide avait commencé. Et cette nouvelle guerre ne serait pas menée avec des chars et des bataillons. Elle serait menée avec des secrets. Staline construisait des missiles.
Les Soviétiques avaient testé une bombe atomique en 1949, choquant le monde. L'Amérique était aveugle. Le président Eisenhower avait besoin d'yeux à l'intérieur de la Russie. Il avait besoin de savoir où se trouvaient les silos. Il avait besoin de savoir combien de bombardiers ils avaient. Mais on ne peut pas simplement survoler le territoire soviétique. C'est un acte de guerre. À moins que l'avion ne vole si haut qu'il ne puisse pas le toucher. Entrer la CIA. Ils ne voulaient pas d'un pilote de chasse. Ils voulaient un espion. Ils ont approché l'armée de l'air avec une idée radicale. Un avion qui pourrait voler à 21 000 mètres. Pour mettre cela en perspective, les avions de ligne d'aujourd'hui volent à 10 500 mètres. 21 000 mètres, c'est le bord de l'espace. Le ciel devient noir. La courbure de la Terre devient visible. À cette altitude, les radars russes auraient du mal à le suivre et leurs missiles manqueraient tout simplement de carburant en essayant de l'atteindre. Les ingénieurs de l'armée de l'air ont dit que c'était physiquement impossible. L'air est trop mince pour supporter des ailes. Le moteur s'étoufferait. C'était impossible à faire. Alors, la CIA a appelé Kelly Johnson. Kelly n'a pas discuté. Il a simplement redessiné l'avion. Il a pris le fuselage d'un chasseur à réaction et a boulonné des ailes massives de planeur. Il a appelé le CL-282. La CIA l'a appelé le U-2. Mais il y avait un énorme problème. Pour atteindre cette altitude, l'avion devait être incroyablement léger. Chaque gramme comptait. Kelly est devenu obsessionnel. Il a enlevé le blindage. Il a enlevé le système de siège éjectable. Il a même enlevé le train d'atterrissage. Il a conçu des roues de pogo, des stabilisateurs qui tombaient au moment du décollage. Pour atterrir, le pilote devait équilibrer l'avion sur une roue de vélo central comme un numéro de cirque. C'était dangereux. C'était fragile. C'était essentiellement une caméra volante en papier d'aluminium. Mais où tester un avion secret qui n'existe pas officiellement, on ne peut pas le faire voler sur un aéroport public. Kelly a regardé une carte des terrains d'essai nucléaires du Nevada. Il a trouvé une saline asséchée appelée Groom Lake. C'était isolé. C'était hostile. C'était parfait. Il l'a appelé Paradise Ranch pour inciter les travailleurs à venir. Aujourd'hui, nous le connaissons sous un autre nom, la Zone 51. Kelly Johnson n'a pas seulement construit l'avion, il a construit la base. En août 1955, le U-2 a volé. Il est monté à 21 000 mètres. Les pilotes, portant des combinaisons à pression partielle car leur sang bouillirait si la cabine se dépressurisait, ont regardé le monde d'en haut comme des dieux. Pendant 4 ans, le U-2 a été invincible. Il a survolé l'Union soviétique en toute impunité. Il a photographié des bases de bombardiers, des silos de missiles et des chantiers de sous-marins. Les Russes pouvaient le voir sur le radar, des points fantomatiques se déplaçant sur l'écran, mais ils ne pouvaient rien faire. Leur MiG décrocherait en essayant de l'atteindre. Leurs missiles explosaient à des kilomètres en dessous. Kelly Johnson avait construit un fantôme. Il avait donné à l'Amérique la suprématie aérienne ultime. Mais la technologie ne reste jamais immobile. Et Kelly savait quelque chose que les généraux ne savaient pas. Il savait que l'altitude était un bouclier temporaire. Chaque jour, les missiles soviétiques devenaient plus rapides. Chaque jour, le radar devenait plus performant. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne tendent la main et n'attrapent le U-2 du ciel. Le 1er mai 1960, le scénario catastrophe se produit. Le pilote Francis Gary Powers survolait Sverdlovsk, en Russie. Il se sentait en sécurité. Il se sentait intouchable. Mais les Russes avaient développé un nouveau missile, le SA-2 Gidlin. Et ils n'en ont pas tiré un seul. Ils ont tiré une salve. L'onde de choc d'une explosion voisine a brisé les ailes fragiles et longues du U-2. L'avion s'est désintégré. Powers n'est pas mort. Il a sauté en parachute et a été capturé. C'était une catastrophe géopolitique. Les États-Unis ont été pris en flagrant délit d'espionnage. L'avion invincible gisait en morceaux dans le parc Gorky, à la vue du monde entier. Kelly Johnson a regardé les nouvelles avec horreur. Sa création n'avait pas échoué. La physique l'avait juste rattrapé. Il a réalisé que l'ère de la dissimulation dans la haute atmosphère était terminée. Si vous ne pouvez pas vous cacher en haut, il n'y a qu'une autre façon de survivre. Vous devez dépasser la balle. La CIA est revenue au Skunk Works, terrifiée. Ils peuvent nous atteindre à 21 000 mètres, ont-ils dit. Que faisons-nous maintenant? Kelly Johnson s'est penché en arrière sur sa chaise. Il y avait déjà réfléchi. Nous arrêtons de flotter, a-t-il dit, et nous commençons à sprinter. Il a proposé un avion qui volerait à Mach 3, 3 fois la vitesse du son, plus vite qu'une balle de fusil.
Un avion si rapide qu'au moment où le radar ennemi le détecterait, il serait déjà parti. Mais à Mach 3, la friction de l'air est si intense que l'aluminium, le métal dont tous les avions étaient faits, fondrait comme du beurre. L'avion devrait être construit dans autre chose. Quelque chose d'incroyablement rare, d'incroyablement difficile à travailler et d'incroyablement cher. Le titane. Il n'y avait qu'un problème. Les États-Unis n'avaient pas assez de titane. Mais savez-vous qui en avait? L'Union soviétique. Et c'est là que l'histoire passe de l'ingénierie à un thriller d'espionnage. Parce que Kelly Johnson était sur le point de réaliser le plus grand casse de l'histoire militaire. Dans l'une des plus grandes ironies de la guerre froide, la CIA a mis en place un réseau complexe de sociétés, écrans à travers l'Europe. Elles se sont fait passer pour des entreprises civiles, des fabricants de fours à pizza et de clubs de golf. Elles ont contacté les fournisseurs soviétiques avec une simple demande. Nous avons besoin de titane. Les soviétiques, avides de devises étrangères, ont accepté. Ils ont extrait le métal de leur propre sol, l'ont traité dans leurs propres usines et l'ont expédié discrètement à l'ouest. Ils n'avaient aucune idée qu'ils vendaient la peau même de l'avion qui rendrait bientôt tout le réseau de défense aérienne obsolète. L'Union soviétique creusait littéralement sa propre tombe, une cargaison de titane à la fois. Mais obtenir le métal n'était que le premier cercle de l'enfer. Travailler avec, c'était le second. Le titane est incroyablement solide, mais il est aussi incroyablement têtu. Lorsque les ingénieurs de Kelly ont essayé de le couper, leurs outils se sont brisés. Lorsqu'ils ont essayé de le percer, les forêts ont fondu. Ils ont dû inventer de nouveaux procédés de fabrication de toutes pièces. Ils ont constaté que même l'eau de Burbank posait un problème. Le chlore dans l'eau de la ville corrodait les soudures. Ils ont donc dû faire venir de l'eau distillée. Puis il y a eu le carburant. À Mach 3, la peau de l'avion devient si chaude, plus de 260 degrés Celsius, que le kérosène standard exploserait simplement dans les réservoirs. Kelly a dû demander à Shell Oil d'inventer un nouveau type de carburant, le JP7. Il était si stable que vous pouviez jeter une allumette allumée dans un seau et l'allumette s'éteindrait. Pour l'allumer à l'intérieur du moteur, il devait injecter un produit chimique appelé triéthylborane, qui explose au contact de l'air. Kelly Johnson poussait son équipe à bout. Les mariages se brisaient. Les ingénieurs dormaient par terre sous leur table dessin. Mais ils continuaient parce qu'ils savaient qu'ils ne construisaient pas seulement un avion. Ils construisaient une légende. En 1964, le successeur du U-2 était enfin prêt. Il a été sorti sur le tarmac de la zone 51. Projet Oxcar. Le monde le connaîtrait bientôt sous le nom de SR-71 Blackbird. Il ressemblait à un poignard taillé dans l'obsidienne. Il ressemblait à un vaisseau spatial qui s'était écrasé dans le désert. Mais alors que l'équipe au sol le préparait pour le vol, un observateur a remarqué quelque chose d'horrible. Il fuyait. Le carburant s'écoulait régulièrement du bas du fuselage, formant des flaques sur le béton. Pour un étranger, cela ressemblait à un désastre, à un échec d'1 milliard de dollars. Mais pour Kelly Johnson, c'était parfait. Voyez-vous, c'était le génie de sa folie. Kelly savait que lorsque l'avion atteindrait 900 mètres par seconde, la friction de l'air générerait une chaleur massive. Les panneaux de titane se dilateraient. S'il avait construit l'avion avec des joints étanches au sol, la dilatation dans l'air aurait déchiré le fuselage. Alors il a construit l'H. Il a conçu l'avion pour qu'il soit imparfait au sol afin qu'il devienne parfait dans le ciel. Les réservoirs de carburant ne s'étanchéifiaient que lorsque le métal hurlait d'agonie. Le pilote est monté à bord. Il ne portait pas de veste en cuir ni de lunettes. Il portait une combinaison spatiale à pression intégrale, identique à celle que portaient les astronautes. Il était sur le point de quitter le monde que nous connaissons. Les moteurs ont rugi, un son si fort qu'il pouvait fissurer le béton. Le Blackbird a accéléré sur la piste et a déchiré le ciel. Il n'a pas seulement grimpé, il a percé l'atmosphère. À 26 000 mètres, le ciel au-dessus du pilote est devenu noir absolu. Il pouvait voir la courbure de la Terre. Il volait au bord de l'espace, à 3 fois la vitesse du son. À cette vitesse, vous voyagez plus vite que la rotation de la Terre. Il y a une histoire célèbre d'un pilote de Blackbird qui a décollé de Londres après le déjeuner. Il a volé vers l'ouest, vers Los Angeles. Comme il dépassait le soleil, il a vu le soleil se lever à l'ouest. Il a atterri en Californie avant d'avoir décollé de Londres. Il a littéralement voyagé dans le temps. Mais le SR-71 n'a pas été construit pour le tourisme. Il a été construit pour la guerre. Et l'Union soviétique attendait. Lorsque le Blackbird a violé pour la première fois l'espace aérien soviétique, les opérateurs radars n'en croyaient pas leurs yeux. Le point sur l'écran se déplaçait à 3500 km/h. C'était impossible. La panique s'est installée.
Ils ont alerté les batteries de missiles. Tirez, tirez tout. Les missiles SA-2 ont été lancés. C'étaient les mêmes missiles qui avaient détruit le U-2. Ils ont accéléré jusqu'à Mach 3 à la recherche de la chaleur des moteurs du Blackbird. Dans n'importe quel autre avion, le pilote aurait dû piquer, virer ou déployer des contre-mesures. Mais à l'intérieur du SR-71, la procédure opérationnelle standard en cas d'attaque de missiles était d'une simplicité terrifiante. Il n'y avait pas de manœuvre fantaisiste. Il n'y avait pas d'évasion. Lorsque le voyant d'avertissement de lancement de missiles clignotait en rouge dans le cockpit, le pilote poussait simplement la manette des gaz à fond. Le Blackbird accélérait. Le missile, voyageant à sa vitesse maximale, essayait d'intercepter, mais l'avion se déplaçait tout simplement trop vite. La géométrie ne fonctionnait pas. Le missile poursuivait le fantôme, manquait de carburant et retombait impuissant sur Terre. Plus de 4000 missiles ont été tirés sur le SR-71 Blackbird au cours de sa durée de vie. Savez-vous combien l'ont touché? 0. Kelly Johnson avait résolu le problème des missiles avec la physique de la force brute. Il avait construit le seul avion de l'histoire de l'humanité qui pouvait dépasser une balle. Mais la construction de l'avion ultime a eu un coût. Kelly dirigeait les Skunk Works comme un dictateur. Il était célèbre pour son « nickel tour ». Si un ingénieur commettait une erreur d'inattention qui menaçait la sécurité d'un pilote, Kelly ne criait pas. Il s'approchait de l'homme, sortait une pièce de 500 de sa poche, la posait sur son bureau et disait « Appelle ta femme. Dis-lui que tu es viré. » Il était brutal. Il était exigeant. Mais son équipe l'aimait parce qu'il les protégeait. Quand les généraux de l'armée de l'air essayaient de s'ingérer dans la conception, Kelly les mettait à la porte de son bureau. Quand les bureaucrates de Washington essayaient de couper le budget ou d'exiger de la paperasse, Kelly menaçait de démissionner. Il a construit un mur autour de ses ingénieurs pour qu'ils puissent faire l'impossible sans être étouffés par la paperasserie. Il a prouvé qu'un petit groupe de personnes dévouées, laissées seules dans une tente, pouvait surpasser une énorme bureaucratie gouvernementale à chaque fois. Alors que les années 1970 arrivaient, le monde a de nouveau changé. La technologie radar s'améliorait. Les satellites commençaient à prendre le relais de l'espionnage. Kelly Johnson, vieillissant, a regardé l'avenir et a réalisé que l'ère du plus rapide et du plus haut se terminait. La vitesse ne suffisait plus. La prochaine ère serait invisible. Avant de prendre sa retraite, il a jeté les bases de la prochaine révolution, la furtivité. Il a passé le flambeau à son protégé, Ben Rich, qui allait construire le F-117 Nighthawk en utilisant les mêmes principes que Kelly avait inculqués à l'équipe. Kelly Johnson a pris sa retraite en 1975. Il avait conçu 40 avions. Il avait remporté toutes les récompenses aéronautiques existantes. Il avait conseillé des présidents. Mais sans la pression, sans les délais, sans l'odeur du kérosène et du titane, il s'est effacé. Il a dit un jour « Je vous concevrai un avion, mais je ne supporterai pas les imbéciles. » À la retraite, il a vu l'industrie aéronautique devenir boursouflée, lente et bureaucratique. Tout ce qu'il détestait. L'homme qui a construit un chasseur à réaction en 143 jours a regardé avec dégoût de nouveaux avions prendre 20 ans à se développer. En 1990, l'US Air Force a décidé de retirer le SR-71 Blackbird. Il était trop cher à entretenir et les satellites pouvaient maintenant faire le travail. Lors de son dernier vol, le Blackbird a reçu l'ordre de voler de Los Angeles à Washington DC pour être livré au Smithsonian Museum. Les pilotes ont décidé de pousser les gaz une dernière fois. Il a traversé tout le continent nord-américain. Il a traversé les États-Unis en 64 minutes. La vitesse moyenne était de 3418 km/h. En atterrissant, les pilotes sont sortis du cockpit, leur combinaison fumant dans l'air frais, et ont remis le journal de bord au conservateur du musée. L'encre était encore humide. Kelly Johnson est décédé la même année. C'était comme si lui et sa plus grande création étaient liés par un fil invisible. Quand l'oiseau a cessé de voler, le maître a cessé de respirer. Aujourd'hui, si vous visitez le Smithsonian, vous pouvez vous tenir sous le Blackbird. Vous pouvez voir la peau de titane qui ondulait à Mach 3. Vous pouvez voir les points de fuite où le carburant s'écoulait. Il ressemble à de la science-fiction. Il ressemble à quelque chose qui ne devrait pas exister. Mais il n'a pas été construit par des extraterrestres. Il n'a pas été construit par un comité. Il a été construit par un pauvre garçon du Michigan qui a refusé d'écouter le mot « impossible ». Kelly Johnson n'a pas seulement construit des avions. Il a construit l'avenir. Et il l'a fait dans une tente avec une règle à calcul et une promesse. Soyez rapide, soyez silencieux et soyez à l'heure. Si vous voulez découvrir d'autres histoires perdues de la guerre qui a changé le monde, assurez-vous de vous abonner à www.demi-signe-page.
Nous déterrons les dossiers que l'histoire a essayé de brûler. Cliquez sur ce bouton, activez les notifications, et je vous verrai au prochain briefing. Hope!